Bonjour Madame Rouquet, j'appelle pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, docteur Nicolas Leblanc, fidèle co-animateur de cette émission depuis plus de 3 ans. Covid, mi-temps, prolongation ou fin de match. L'émission d'aujourd'hui était prévue avec ce titre fin juin et non pas pour ouvrir une nouvelle saison des jeudis des professions de santé. Nous n'avions pu la faire en raison de la disponibilité de nos prestigieux invités. Et c'est une chance car nous aurions sans doute manqué de précision par méconnaissance à l'époque de ce virus Delta et de ses conséquences. Une 4e vague est en cours et un horizon encore pas très clair. Alors, quand se terminera cette 4e vague? Le succès surprenant de la vaccination que l'on n'aurait pas pu entrevoir en juin, plus de 50 millions de Français vaccinés avec au moins une dose à cette heure, mais toujours le leurre relatif de l'immunité collective. Un virus mutant résistant au vaccin est-il en train de naître au fin fond de contrées où le virus est arrivé bien avant les vaccins? Quand peut-on espérer la fin du cauchemar et le retour de la vie normale? Ou est-ce un rêve irréaliste? Alors, ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos 2 invités, qui sont parmi les plus belles intelligences de cette pandémie, que cette pandémie nous aura permis de rencontrer, exceptionnelles par leur fonction et responsabilité, exceptionnelles par leur qualité et pédagogues de l'humanité. D'ailleurs, nos 2 invités partagent une immense connaissance au service d'une humilité indispensable aujourd'hui et réclamée par vos nombreux courriels qui d'ailleurs les plébiscitent, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Vous continuez en effet à nous écrire et c'est la plus belle preuve de l'utilité de ces émissions depuis 3 ans. Alors le premier invité, c'est le professeur Didier Pittet, qui est spécialiste des maladies infectieuses, d'épidémiologie et de prévention du risque infectieux, tout cela à Genève en Suisse. C'est un épidémiologiste de réputation mondiale. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été choisi par Emmanuel Macron pour auditer notre stratégie contre la pandémie. C'est au passage quelqu'un auquel on devrait penser tous les jours, puisqu'il est le co-inventeur bénévole du gel hydroalcoolique. Alors, cette émission est en 2 parties. Notre 2e invité la semaine prochaine sera le Christian Bréchot, qui est ancien directeur de l'Institut Pasteur et de l'INSERM et président désormais du Global Virus Network aux États-Unis. Professeur Pittet, bonjour. Bonjour. Alors, lors d'une précédente émission ici, il y a un peu plus d'1 an, vous nous aviez annoncé le retour à la vie normale en juin 2022. Cela avait à l'époque effrayé plus d'un. Vous êtes toujours aussi optimiste aujourd'hui ? Écoutez, effectivement, je ne m'étais pas fait que des amis à l'époque et je continue à penser que nous allons dans cette direction-là. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on appelle absolument vie normale ? Tout est là. Mais disons que je pense que nous allons vers une forme de normalisation, d'autant plus qu'on a les outils à disposition pour, comme vous l'avez dit, finalement essayer d'éviter que cette 4e vague ne soit une vague plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous donniez quand même des dates plus précises la dernière fois. On expliquait que chaque automne serait un automne difficile. L'automne qui vient ne sera pas un automne facile, mais on a beaucoup plus d'outils qu'on en avait l'automne précédent, puisqu'on a la vaccination, puisqu'on a, au fond, on l'espère, un certain degré de compréhension des gestes barrières, et puis parce qu'on a tout de même ce pass sanitaire qui, finalement, autorise à reprendre des activités sous une certaine forme de contrôle, ou peut-être même dirons-nous de surveillance, peu importe, la question n'est pas là. Je pense qu'on est très, très, très outillés pour passer à travers cet automne, qui ne sera pas un automne habituel, évidemment. Je parlerai de peut-être passer l'épaule ou passer un cap, de manière à ce que chacun comprenne bien que nous allons tous vers une certaine normalité, moyennant que nous comprenions les uns les autres ce qui est à gagner finalement de se comporter de manière à la fois solidaire et je dirais même civique, voire éthique.
Et donc, quelle serait, à votre avis, la forme de cette 4e vague en France ? C'est un plateau, c'est une vague qui va s'estomper, parce qu'on voit bien que les gens sont revenus de vacances, pour ceux qui ont eu la chance de partir, et l'épidémie était active dans tout le pourtour méditerranéen, le long du littoral, et ces gens vont arriver en ville maintenant, vont revenir dans leur lieu de travail, dans les écoles. Est-ce qu'on n'a pas une flambée, un plateau ? Quelle forme va avoir cette 4e vague ? On a un risque potentiel, bien sûr, de flambée. On a vu que cette 4e vague, quand on l'observe de très près, elle a démarré extrêmement rapidement. Contrairement à ce qu'on pensait, elle a démarré au cours de l'été. Et puis, l'ascension de la courbe est très rapide. Pourquoi ? Parce que très probablement, bien sûr, il y a un relâchement par rapport aux mesures. Mais par contre, on a un virus qui, à mon avis, est extrêmement hyper-endémique. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver maintenant très rapidement partout. C'est toujours des transmissions par cluster. Hein. On est toujours d'accord que le virus n'a pas changé son mode de transmission. On est bien d'accord. Mais par contre, il est maintenant partout. C'est un virus Delta, on l'a vu, qui a pris la place des autres variants, de l'autre variant principal pour nos régions, mais disons des autres variants extrêmement facilement. Donc, qui se transmet avec un pouvoir potentiel de transmission bien plus élevé. Et puis qui peut-être a un effet pathogène un peu supérieur, peut-être. Les données ne sont pas 100% formelles à ce propos-là. Il n'échappe pas à la vaccination, bien entendu, par rapport aux formes graves, par rapport aux hospitalisations, par rapport donc au degré de maladie. Les vaccins sont efficaces. Maintenant, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, le degré de protection contre la transmission est pas aussi bon qu'on l'espère toujours, mais enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une surprise par rapport au vaccin. Et la 4e vague, vous l'avez la fin, vous voyez Alors, je pense que ce qui sera décisif, ce sera la fin du mois de septembre. C'est-à-dire que là, comme vous le dites, là, on est au moment de la reprise, on est au moment de la rentrée. Quand on dit rentrée scolaire, on dit reprise des activités, bien entendu, scolaires, mais aussi parascolaires. On dit reprise des activités aussi pour les parents. Donc, on a beaucoup plus d'échanges entre jeunes et adultes, parents et enfants, et donc les activités en général reprenant, le risque de transmission reprend. Vous faites une émission franco-française tous les deux, hein, parce que la 4e vague, pour moi, il n'y a pas que la France. Bon, il y a l'Europe qui ressemble à la France. Tout à fait. Mais le reste du monde, cette 4e vague va donner quoi ? Alors, je pense que tout le monde reprend un peu les activités. Hein. Je veux dire, on reprend les classes séjour en France, on les a reprises la semaine dernière en Suisse, on les reprend en Belgique. Donc, le monde entier, finalement, en tout cas le monde européen, reprend ses activités un tout petit peu en parallèle. Maintenant, il est certain que ce virus Delta est extrêmement pathogène partout. On voit, si on a la chance de faire une épidémiologie extrêmement proche du terrain, par exemple, on a la chance de le faire pour chez nous à Genève, et on voit que 40% des cas de nouvelles contaminations au cours des semaines qui ont précédé, 2 semaines qui ont précédé, sont des retours de vacances de l'Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de gens qui vivent, dont la famille vit en Europe de l'Est. Voilà, c'est comme ça, c'est de l'épidémiologie locale bien comprise. Et on voit que ça a un effet, évidemment, l'effet de brassage dont on parle. Donc, l'effet de brassage dont on parle, il existe partout. Il y a évidemment une reprise qui peut se faire dans tous les pays. Certains pays, évidemment, sont davantage vaccinés que d'autres. Le Portugal, par exemple, où on voit que les choses sont encore très calmes. Par contre, il faut avoir une qualité de surveillance indéniablement pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Les pays, vous êtes résolument européens, mais moi je vous parlais du monde. Ça c'est une autre question. Et notamment dans les pays qui ont peu accès à la vaccination. D'accord. Alors là, c'est toute une autre question. Au jour d'aujourd'hui, on a tous bien compris qu'on ne pourra pas régler cette pandémie tant qu'on n'aura pas finalement la capacité de nous occuper, de faire en sorte que la gestion de cette pandémie soit réelle dans les pays en voie de développement. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est 2 à 3% de l'Afrique qui a bénéficié de la vaccination. Donc, le terme par rapport à la vie normale sur la planète, il est bien entendu bien plus éloigné que celui-ci. Là, pour l'instant, on réfléchit par rapport à notre cadre local. Mais vous avez raison. D'ici à ce qu'on puisse reprendre des activités internationales sans avoir recours à des situations extrêmes. Aujourd'hui, les gens qui vivent à Hong Kong, on leur dit oui, vous pouvez aller dans un congrès à l'étranger, mais quand vous rentrez, c'est 3 semaines
de quarantaine dans un hôtel à vos frais. Alors évidemment, les gens ne partent pas. Les Australiens, les pauvres, pour l'instant, ils ne peuvent pas bouger. Tous les gens qui ont de la famille qui travaillent à Hong Kong, ils ne les ont pas vus depuis plus de 18 mois et ça ne va pas changer au cours de ces prochains mois. Donc oui, pour que nous parlions d'une résolution mondiale du problème de la pandémie, je pense qu'on doit parler encore de plusieurs années, bien entendu. Alors, je vous ai fait faire ce petit rappel de l'état de la planète pour deux choses. D'abord, insister sur le fait que les 50 millions de Français vaccinés au moins d'une dose, c'est exceptionnel et c'est pas. On a beaucoup critiqué, la France. Maintenant, vous êtes là pour nous dire qu'on n'est pas dans le peloton des plus mauvais. Du tout. Je pense que c'est au contraire. Je pense que vraiment, en effet, vous êtes 67 millions, il y a 50 millions de vaccinés, je veux dire, c'est tout à fait exceptionnel et on est sur une pente qui est extrêmement bonne. Il faut que ça continue. Parce que on parlera tout à l'heure de cette immunité collective, mais il faut que ça continue. Il faut que les gens comprennent que vraiment, si tout un chacun ne se met pas dans la compréhension de ce qu'il doit faire, et idéalement être vacciné, si vraiment il ne veut pas l'être pour une raison X, Y ou Z, à ce moment-là, de respecter les consignes qui sont les consignes, qui devront être respectées pendant un certain temps encore. Et alors, avec votre regard un peu extérieur à la France, vous l'expliquez comment cette réussite vaccinale, alors qu'elle a mis longtemps à démarrer, en fait, on entendait des critiques au début de l'année. Oui, elle a mis un certain temps à démarrer parce qu'il y a eu aussi cet antécédent qui voulait que le français soit relativement réticent. Dans les enquêtes au niveau européen, le français était probablement la personne la plus réticente à la vaccination. Or, aujourd'hui, il est parmi les meilleurs. Donc, je crois que d'abord, il faut être fier en tant que Français, il faut être fier en tant que médecin, parce que je suis sûr que les médecins ont vraiment participé à convaincre leurs patients. Et puis, il faut être fier probablement au niveau des décisions politiques qui ont été prises, puisqu'au fond, ça a été tout de même très démocratiquement proposé, puisqu'il y a eu des discussions au Sénat, à l'Assemblée nationale, par rapport à la fois à la vaccination, à la fois au pass sanitaire, à la fois à la vaccination dite obligatoire chez les soignants. Donc, un modèle. Il y en a d'autres, mais ce sera parmi les beaux modèles. Alors, vous êtes ceux, comme moi d'ailleurs, qui a vendu à tout le monde l'immunité collective en disant « Ah ben, vous savez, si vraiment on était très bon, on donnait des chiffres 75-80%, on est en train de les dépasser. Oui. Et là, on est en train de raconter, les spécialistes, que l'immunité collective, c'est pas sûr qu'on l'atteigne. » Alors, il y a un manque, si vous voulez, de clarté, de franchise pour les Français. Oui. Alors, d'abord, soyons très humbles. On pensait tous, en pensant virus en général, qu'une immunité collective de 60 à 70% serait suffisante. Très rapidement, avec l'évolution de l'épidémie, de la pandémie en fait, mais de l'épidémie dans chaque pays, on s'est aperçu qu'il faudrait probablement une immunité collective bien plus élevée, 80-90%. Puis rappelons tout de même que ce coronavirus fait partie des familles de coronavirus que nous vivons depuis des centaines d'années avec 4 familles de coronavirus pour lesquelles nous avons tous des anticorps à l'âge de 20 ans. 99,9% d'entre nous. Ce qui veut dire que si on veut être visionnaire, mais on l'a déjà dit, il est clair que ce Covid-19 sera probablement la 5e des familles et que probablement un jour nous aurons une immunité collective à 99,9% et que malgré tout nous ferons quand même peut-être des petits rhumes au moment de l'automne, comme on le fait aujourd'hui, puisque le coronavirus, les 4 familles de coronavirus sont quand même responsables c'est le 2e responsable des rhumes après le rhinovirus. Là, on va vacciner les enfants de moins de 12 ans, c'est probablement. Alors, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas encore toutes les données en matière de sécurité, en matière d'efficacité. C'est un tout petit peu pour les moins de 12 ans. C'est un peu tôt pour le dire. On aura ces données probablement à l'époque avant la fin de l'année, disons, et on pourra décider à ce moment-là probablement de la suite de la stratégie. On va se retrouver avec un pourcentage de vaccinés colossal dans notre pays, alors, oui. Si on fait tout ça. Oui, je pense qu'on va se retrouver donc avec on peut parler de l'immunité collective. Extrêmement. Et là, on pourra parler d'immunité collective. Maintenant, cette immunité collective, personne ne pouvait dire à partir de quelle immunité collective on serait plus embêté au jour le jour par ce virus.
on va certainement atteindre à un moment donné 90% d'immunité collective. Et là, déjà, on le voit, parce que le freinage de l'évolution de cette 4e vague, par exemple, sans vaccination, il n'aurait pas été ce qu'il a été, puisque on avait encore un terrain de jeu pour le virus spectaculaire, n'est-ce pas? Donc, qui suffit, parce que quand le virus devient hyper-endémique, le terrain de jeu est vraiment là. Donc, je crois que, oui, on approche d'une immunité, on a déjà atteint une immunité collective tout à fait raisonnable pour ralentir la transmission et la progression du virus. On a vu aussi, évidemment, l'efficacité du vaccin sur les hospitalisations et les décès. Maintenant, il faut qu'on continue à jouer le jeu pour, je dirais, passer l'épaule. Il y a ce cap à passer qui, à mon avis, est l'automne, l'hiver, le début du printemps. Et là, je pense qu'on sera dans une situation où on pourra vraiment imaginer, voilà, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer à vivre le plus normalement possible ou la retourner vers une vie normale. Alors, je ne dis pas que dans les discothèques au mois d'avril, on n'aura plus rien à faire. Je pense que dans des situations à risque, on devra continuer d'appliquer certaines mesures. Par contre, dans la vie de tous les jours, il y aura beaucoup de choses qui seront facilitées. Alors, vous avez dit qu'il fallait qu'on soit fiers et les professionnels de santé libéraux, hospitaliers sont mobilisés, continuent à se mobiliser pour vacciner. Et en même temps, il y a beaucoup d'anti-vaccins qui sont, enfin en tout cas, ils s'agitent et on les voit. Ils parlent beaucoup en tout cas. Et ils parlent beaucoup. Et qu'est-ce que vous diriez à nos professionnels de santé, aux médecins qui nous regardent, pour justement lutter contre les fake news et faire en sorte de promouvoir le vaccin? Alors, bon, tout d'abord, dire que la plupart des gens qui sont non vaccinés aujourd'hui, d'abord, ce sont soit des hésitants, soit des personnes qui n'ont pas été touchées par la stratégie du aller vers. Le aller vers, il y a toutes les possibilités pour aller vers. Mais c'est tendu en ce moment. C'est tendu dans les centres de vaccination, dans les cabinets, c'est tendu. Donc, quels sont les arguments et qu'est-ce qu'il faut dire aux anti-vaccins? Alors, je pense qu'il faut d'abord, aux anti-vaccins, il faut d'abord reprendre les éléments contre ce vaccin, dont la plupart, quand on les regarde de près, n'ont aucune valeur, aucun bien nommé. Et vraiment, moi, je suis sidéré de voir certains éléments et certains arguments. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les anti-vaccins sont anti-tout. Ils sont anti-ceci, anti-cela et anti... Et puis pour eux, pour l'anti-vaccin, l'anti-vax, évidemment, c'est son heure de gloire aujourd'hui. On parle des vaccins. D'habitude, on n'en parle que peu. Donc, en fait, c'est le moment pour eux de sortir leurs éléments. Donc, je dirais qu'il faut déjà contrer ces éléments qui sont stupides, parce que certains sont stupides. Et puis, il faut dire que malheureusement, on vit quand même dans cette infodémie, comme le dit l'OMS, qui fait que trop d'informations tue l'information et que la mauvaise information, finalement, est celle qui intéresse le plus le commun de ceux qui l'écoutent. Donc je pense qu'il faut revenir à des choses très raisonnables, rappeler l'intérêt de certains vaccins sans lesquels on n'aurait pas ni éliminé les maladies, ni éliminé les conséquences graves de certaines maladies, et au fond rappeler aussi que ces nouveaux vaccins dont on dispose, qui sont quand même assez exceptionnels, on a toutes les raisons de penser, et on a maintenant des preuves indéniables, finalement, de leur efficacité et de leur innocuité. Donc les diverses obligations vaccinales, passe sanitaire, ça vous choque ou ça vous choque pas comme outil? Non. Disons, l'obligation vaccinale pour la population générale, je pense qu'on y arrivera, on n'y est pas, et ce n'est pas le cas, on continue à le proposer. L'obligation vaccinale pour le personnel soignant, je pense que là, on doit vraiment sensibiliser ce personnel soignant au fait que, éthiquement, ça me paraît difficile de pouvoir soigner des patients, de voir tellement de patients non-Covid qui sont aujourd'hui en retard de traitement parce qu'on a dû consacrer l'essentiel des dépenses de santé, enfin des dépenses énergétiques et des ressources de santé pour des patients Covid. Et maintenant, il faut qu'on puisse traiter tout le monde. Et donc, je pense que le soignant doit comprendre que ce qui nous est arrivé est effectivement relativement exceptionnel, et que de participer à cet effort collectif est simplement un signe de respect pour le patient et de l'éthique, pour l'éthique professionnelle. Pour l'obligation de population générale, ça. Parce qu'on attrape le Covid aussi bien à l'hôpital que chez son coiffeur. Il est sans distinction. Oui, disons que je pense que quand on est soignant, on vit au contact au jour le jour avec des patients.
Et par contre, quand on est coiffeur, quand on va chez le coiffeur, on peut aussi décider finalement d'y aller différemment, ou de ne pas y aller. Donc, je pense que je n'irai pas jusque-là. On va rassurer Nicolas Leblanc, je ne pense pas qu'il attrapera le virus chez son coiffeur. Je ne pense pas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évidence, en tout cas. Dites-moi, une question, combien de vaccinés dans votre service ? Dans votre hôpital, pourcentage ? Alors, dans mon hôpital à Genève, en Suisse, on est un tout petit peu mieux que dans d'autres hôpitaux en Suisse, mais globalement, en Suisse, c'est malheureusement que 60% des soignants qui sont vaccinés. Moi, je suis très surpris par le nombre de pourcentage de vaccinés en fonction, ça varie selon la pédagogie du chef de service. Vous n'avez pas remarqué ça ? Oui, alors bon, effectivement, c'est pour ça que vous me parlez de mon propre service. Bien sûr que tout le monde est vacciné. Mais bon, vous avez raison. Vous avez raison qu'à quelque part, la pédagogie de tout un chacun dans les institutions de soins, elle est absolument fondamentale. Chez nous, à Genève, et dans le reste de la Suisse, ça va démarrer dans la plupart des hôpitaux, parce que nous n'avons pas rendu la vaccination obligatoire, nous, au fond, proposons le test du personnel. Mais rendez-vous compte, pour un hôpital comme le mien, celui dans lequel je travaille, il y a 13 000 employés, on doit tester 4 000 personnes par semaine. Et on les teste qu'une fois par semaine, ce qui est insuffisant. On devrait les tester 2 fois, voire 3. Et donc, ça impose une utilisation de ressources phénoménale. Ça discrédite le personnel soignant. Ça dépense une énergie spectaculaire pour, au fond, 2 fois 20 minutes d'aller dans un endroit où on vous injecte un vaccin, chose qui est nécessaire quand on part en Afrique faire un safari, quand on a des enfants qui grandissent et qu'on vaccine contre le tétanos, qui nous paraît aujourd'hui une banalité absolue, enfin voilà, etc. Alors, et la vaccination pour les moins de 12 ans, puisqu'on sait très bien que les moins de 12 ans transmettent le virus, alors peut-être dans une moindre mesure, mais ils transmettent surtout avec le variant Delta. Est-ce que c'est une réalité de demain ? Est-ce que ça a une utilité ? Est-ce qu'on sera obligé de passer par cette étape pour contrôler l'épidémie ? Alors je dirais que pour moi, ça n'est pas aujourd'hui une première priorité, parce que pour mieux protéger les enfants de moins de 12 ans, le mieux c'est de vacciner les adultes. D'accord ? Donc la première réponse, vaccinons les adultes pour justement éviter que la transmission soit trop rapide chez les enfants. Maintenant, les jeunes enfants, évidemment, ils ne vont pas souffrir beaucoup de Covid-19. Tant mieux, c'est une chance que nous avons avec ce virus, bien entendu. Et je pense que pour l'instant, la vaccination des moins de 12 ans, elle n'est pas impérieuse. On y viendra certainement, mais là aussi, on laissera le choix, bien entendu, aux parents, après discussion avec les pédiatres, parce qu'évidemment, on n'est pas dans une situation aussi extrême qu'on l'est pour les personnes qu'il faut absolument protéger ou pour les personnes qui sont les plus actives dans la société. Effectivement, le virus Delta se transmet un peu plus facilement chez ces enfants-là, mais ils ne sont pas à la source des problèmes de pandémie aujourd'hui. Alors, je vais un peu refroidir l'ambiance et parler de ce que j'appelle la 5e vague, si jamais elle arrive. Moi, je la définis comme celle de la mutation qui résiste à tous les vaccins sur le marché, qui naît dans un pays, on ne sait pas encore où, mais qui, d'un seul coup, arrive, parce que tout arrive en Europe. Vous êtes d'accord sur ça ? Alors ça, c'est ce que j'appelle le scénario du pire. Mais, à mon avis, il y a quand même 3 scénarios. Premier scénario, les virus se fatiguent, les variants deviennent dominants, mais peu transmissibles. Et puis, petit à petit, les choses se calment. C'est pas ce qui montre pour le moment. C'est pas ce qui montre pour le moment. Deuxième scénario, comme on l'avait dit, c'est le scénario qu'on vit probablement actuellement, avec un certain nombre de vagues qui, petit à petit, sont atténuées par une immunité de population, par le respect des pratiques, par le fait que les gens comprennent, et y compris des affaires de passe sanitaire. Et c'est probablement, à mon avis, le scénario le plus probable. On voit que les pays qui ont essayé de faire du Covid-0 en sont à leur 8e, voire 9e, 10e confinement, comme en Australie. Ça n'est pas jouable, ça n'est plus jouable. On ne comprend pas pourquoi ils ne vaccinent pas. Évidemment, ils n'ont pas commandé assez de vaccins et aujourd'hui, ils ont de la peine à convaincre leur population. C'est hallucinant. Donc, c'est hallucinant. C'est vraiment une erreur tactique à quelque part. Et puis, scénario du pire, en effet, un virus, un nouveau variant qui est très pathogène, résistant éventuellement à 1, 2, voire au vaccin. Et ça, évidemment, c'est un scénario qu'il faut avoir en tête, mais qu'il ne faut pas, à mon avis,
proclamé comme étant le scénario le plus probable. D'accord, je comprends bien, il n'est pas impossible. On nous a assez reproché de ne pas être prêts. Vous êtes d'ailleurs celui qui a dit à notre président « vous n'étiez pas prêts ». Aujourd'hui de dire, anticipons, aujourd'hui de dire, bah oui, mais c'est tellement dangereux que ça me plaît pas, donc on n'en parle pas. Non, il faut en parler. Voilà. Alors on fait quoi si ça arrive? Alors, d'abord pour ce qui est des vaccins, les compagnies, notamment les compagnies qui font des vaccins ARN, sont extrêmement bien préparées. Elles ont déjà même dessiné des virus potentiels qui seraient problématiques par rapport aux vaccins. Elles ont même déjà produit des vaccins et qui sont même déjà à l'essai dans certains modèles animaux sans même que le virus existe. On sait que le problème, c'est pas eux. Hein. Non. Eux, ils disent, le patron de Moderna, 3 semaines, 1 mois, tiens, on vous donne, mais il faut fabriquer et distribuer. Oui. Et là, est-ce qu'il faut anticiper? Alors là, il faut probablement anticiper. Il faut anticiper parce que même si on conçoit des usines qui vont être inutiles, espérons-le, elles le seront peut-être, mais elles seront utiles, c'est ce qui se passe, elles seront probablement utiles à d'autres vaccins ou à produire des vaccins pour d'autres pays. Et en particulier pour des pays qui malheureusement ne peuvent pas s'offrir. Donc je pense que si on avait une véritable vision, mais elle doit être globale parce que il y a de l'argent à aller chercher, il y a des compagnies à aussi convaincre du bien fondé, probablement d'être prêts à produire et à produire peut-être aussi à moindre coût. Alors, est-ce qu'on peut apprendre des 2 précédentes séquences? Parce que le variant anglais, il a démarré l'été dernier en Angleterre et il est arrivé en France, il a dominé en France plusieurs mois après, 6 mois. Le variant Delta, on le connaissait dès le mois de février en Inde avec toutes les catastrophes et il est arrivé de manière massive en France juin, juillet pour exploser en août. Est-ce qu'on aura les moyens, si jamais il y a un variant qui échappe au vaccin, d'être plus rapide, plus efficace que pendant ces laps de temps de quelques mois où on voit arriver les choses? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que, vous avez entendu parler du variant MU, du variant colombien. On en parle depuis hier, avant-hier, 2-3 jours. Sud-africain aussi. Voilà. Le MU. La bonne nouvelle, quand même, pour l'instant, ce variant, il est surveillé. D'accord ? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable, alors qu'on ne l'était pas au demeurant au départ, d'avoir une capacité de surveillance qui est bien meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Et on n'a jamais surveiller un virus tel qu'on surveille. Ça, vous en êtes persuadé qu'on n'a pas relâché la garde et qu'on continue à surveiller? Oui, la surveillance, elle continue. Mais maintenant, effectivement, l'armement par rapport à un scénario catastrophe, il y a encore beaucoup d'hésitation et je pense qu'il ne faudrait pas hésiter. Je pense qu'il faudrait vraiment, parce que cet armement, si on le développe dans un endroit et qu'on l'utilise ailleurs, on devrait pouvoir trouver les moyens de dire, voilà, vous l'avez développé vous, mais on l'utilise là-bas, ça serait normal. Et ça, c'est évidemment un problème de gouvernance. Et là, voilà. C'est ce que l'OMS ou les États, parce que maintenant, vous devriez mettre une petite note à notre président, parce que pour avoir discuté au plus haut niveau de l'État de ce problème-là, on n'est pas prêt encore, l'usine, ça se discute, enfin, il y a toujours des problèmes d'argent, mais là, ça risque de coûter très très cher, parce qu'on va être... Un variant comme cela, on ferme le pays, bien évidemment, là. Oui, parce que si on imagine un variant qui échappe au vaccin, alors encore une fois, c'est une hypothèse aujourd'hui, on n'en est pas là, on voit une réduction d'efficacité sur la transmission et sur l'infection, l'acquisition de l'infection, qui sont des infections en fait banales. Donc, par contre, effectivement, si on imagine ce scénario catastrophe, il faudra de nouveau aller très vite et il faudra en effet imaginer de comment faire en sorte de préserver au mieux nos capacités de fonctionner de pays à pays ou de continent à continent. Et de refaire le tester, tracer, tout ça. Bon, on va rester, pour finir, droit dans nos bottes. Ce qu'on appelle la 3e dose, qui est en fin de compte tout simplement un rappel. Oui. Vous en pensez quoi? Alors, je pense que c'est très important de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce rappel. Et c'est important de dire que c'est un rappel. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ce vaccin, on l'a utilisé en situation d'urgence. Donc, on a espacé les doses d'1 mois. D'habitude, en vaccinologie, on préfère espacer les doses de 3 mois, par exemple, voire un peu plus, mais en tout cas de 3 mois. Donc, forcément, l'effet de ce rappel, qui est un effet booster, qui booste véritablement limité, on s'attend à ce que les anticorps qu'on a appris à monter à ce niveau-là, à ce moment-là, soient boostés à des niveaux 4 ou 5 ou même davantage, dépendant des dosages qu'on fait. On a vraiment un effet booster. C'est-à-dire qu'effectivement,
il serait dommage d'imaginer que ces vulnérables qui ont été vaccinés et pour lesquels on était content de dire, voilà, maintenant ils sont protégés, en voyant, on a certaines données d'ailleurs en Israël pour montrer qu'après 6 mois déjà, en tout cas chez les personnes les plus âgées, le phénomène d'immunosénescence aidant, la protection serait légèrement moins bonne cliniquement, voire moins bonne cliniquement. Donc, on a de bonnes raisons chez ces gens-là d'arriver avec, évidemment, cette dose de rappel. Est-ce que cette dose de rappel, il faudra la généraliser à toute la communauté et quand? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'à un moment donné, oui, on va aller vers cette dose de rappel. Maintenant, est-ce que cette dose de rappel sera celle qu'on a déjà utilisée ou sera peut-être une autre? Et pourquoi on ne prépare pas quelque chose? Puisqu'ils sont en train de faire les doses de rappel, on n'aurait pas pu anticiper et faire des doses de rappel qui prennent en compte... Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement que prendre en compte pour l'instant. Donc, tant qu'à faire une dose de rappel aujourd'hui, faisons une dose de rappel avec quelque chose qui marche. Et peu importe le vaccin qu'on choisit, on fait une dose de rappel. Oui. Bon, disons que globalement, on aime mieux en général réutiliser le même, mais on peut utiliser... Par exemple, est-ce que les AstraZeneca seront une dose de rappel AstraZeneca? Alors ou là, on va non, donner... je pense que là, on pourrait leur donner le vaccin ARN messager, tout comme on... Sans que ça a été essayé nulle part, hein, parce qu'on on nous dit qu'il faut faire des études, et puis là, d'un seul coup, on décide, tiens, allez, on va mettre l'autre dose. C'est juste, mais on a un recul quand même avec un nombre de vaccinés extrêmement 3 important. milliards, mais bon... Donc, voilà. On se demande à quoi sert la HS, parce qu'on ne va pas leur demander l'autorisation. Écoutez, quand on voit, par exemple, moi je donne volontiers des conseils. On a beaucoup de pays dans lesquels, ma foi, il n'y avait que du vaccin chinois, par exemple, et on sait qu'il est moins efficace. Ouais. On a des données pour ça. Alors, c'est sûr que si on peut avoir des doses de vaccins autres et de plus grande efficacité proposées pour des vulnérables dans des pays dans lesquels il y a eu que le vaccin chinois, on va le faire. Bien sûr. Donc voilà, on est pragmatique au fond. Alors on a une stratégie vaccinale qui consisterait à vacciner le monde entier, c'est important, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et puis on a une autre stratégie vaccinale qui est celle de la 3e dose. Et vous répondez quoi à ceux qui disent qu'une 3e dose finalement pour les pays occidentaux, c'est autant de moins que pour les pays pauvres? Et comment on priorise l'un par rapport à l'autre? Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment une dose de moins pour les pays pauvres? Et c'est ça la vraie question. Parce que là, c'est facile à dire. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement un manque de solidarité internationale, même s'il y en a en partie. Le programme COVAX ne marche pas aussi bien que prévu. Mais maintenant, il faut être persuadé que la dose qu'on n'utilisera pas en France, en Suisse ou en Belgique, on l'utiliserait en Afrique. Et ça n'est pas évident aujourd'hui. Je pense qu'on ferait mieux de dire, vous avez trop de doses, donnez-les, on va aller les donner, on va vous assurer qu'on va aller les donner, mais on ferait mieux de construire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ambitieux, en disant, on manque de ceci et cela, et accélérons la production, parce qu'on en a besoin dans le monde entier. Donc vous appelez à une gouvernance mondiale de la vaccination beaucoup plus renforcée que celle qui existe aujourd'hui. Absolument. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra éviter finalement toutes ces discussions. Si c'est votre grand-père de 95 ans qui aurait pu avoir la dose de rappel, qui finalement ne l'aura pas pour une dose de vaccin dont vous ne savez pas où est-ce qu'elle est allée et que malheureusement il est victime du Covid dans un EHPAD au mois de décembre, c'est pas logique non plus. Éthiquement, c'est pas logique non plus, à moins que lui ait choisi de dire je préfère donner ma dose de rappel pour cette cause-là. Et là, je crois pas qu'on en soit là, parce que au fond, toutes ces doses non utilisées sont-elles extrêmement rapidement et équitablement distribuées? C'est ça la vraie question. Je vais vous dire un secret, je vous ai proposé pour le prix Nobel de médecine, parce que non, ne riez pas, d'avoir co-inventé les gels hydroalcooliques, c'est quand même, ça a sans doute sauvé la vie de beaucoup de gens de par le monde, et apparemment ça va continuer, parce que vous nous annoncez pas la fin des gestes barrières. Non, du tout. Ouais. Non, je crois pas. Je crois que ces gestes barrières, on voit bien à quel point ils sont utiles, mais ils sont pas seulement utiles pour le Covid. Justement, ils sont utiles pour la grippe, ils sont utiles pour les virus, pour les diarrhées. Les gastroentérites pour les Français, extrêmement importants. Qui tuent tellement dans les pays en voie de développement. Et donc, effectivement, je crois que, j'espère qu'une des leçons de la crise, ce sera que
on se rappellera justement des gestes barrières essentiels. Je ne vais pas dire qu'on va arrêter de se faire la bise à vie, non, ça je ne le dirai pas. Je pense que peut-être que les prochains, on va y recommencer, en tout cas en famille. Mais quand vous avez inventé ce gel, co-inventé ce gel hydroalcoolique. Et surtout donné à l'OMS. Oui, je sais, il faut préciser toujours. C'est pour ça que vous méritez le prix Nobel. Mais dites-moi, vous aviez une notion de l'importance de ce que vous faisiez ? Non, à l'époque, la réflexion était uniquement pour les hôpitaux. Parce qu'on avait démontré que l'hygiène des mains à l'eau et au savon dans les hôpitaux, on n'avait juste pas le temps. Donc, matériellement, il fallait transformer l'acte de soin en utilisant la solution hydroalcoolique qui a été associée à, évidemment, toute une stratégie de changement de comportement. Et à ce moment-là, on n'avait pas du tout la notion que ça pourrait être utile pour une communauté, à de rares exceptions près. Ensuite, les premiers signes ont été au moment de H1N1 en 2009, où là, on a fait toutes les réunion aux Nations Unies avec des solutions hydroalcooliques. Et là, vous alliez au magasin de do-it-yourself, vous vouliez acheter une planche de bois, une scie, il n'y avait pas la planche de bois que vous vouliez ou la scie, vous ressortiez avec une solution hydroalcoolique. Et donc, on s'est dit, voilà, ça pourrait être plus utile au niveau de la communauté qu'on l'imagine. Ensuite, on a fait des enquêtes, on a fait des enquêtes dans des crèches, dans des écoles, dans des universités, et on a bien montré que l'hygiène des mains pouvait, bien entendu, on n'est pas en train de sauver des vies dans des universités, mais on sauve des jours d'absentéisme, donc on améliore l'éducation. Donc on s'est rendu compte que oui, probablement aux communautés, ça pouvait être utile. Et puis ensuite, évidemment, la pandémie est arrivée, et là, on a eu cette solidarité mondiale magnifique avec ces parfumeurs qui en ont fabriqué, ces distilleurs de vin, etc. Et on a bien compris que finalement, c'était... ce bien commun était devenu un bien public. Finalement, vous êtes le Dr Semmelweis du XXIe siècle. Peut-être, dans tous les cas, par coïncidence. À une époque où les footballeurs s'achètent par centaines de millions, de donner tous vos droits à l'OMS, c'est ça, ouais. Tous les droits à l'OMS, bon, bah, vous allez repartir en taxi au lieu d'un hélicoptère à vos couleurs, ça aurait eu un certain chiffre. Je verrais mieux la ville. Mais c'est toujours passionnant une émission avec le professeur Pittem. Passionnant. Bon, ben, on va vous donner rendez-vous pour voir si vos prévisions sont les bonnes. En tout cas, merci. Volontiers, et à très bientôt. Avec grand plaisir. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission, Covid, mi-temps, prolongation, fin de match. Un deuxième épisode qui sera assuré par le professeur Christian Bréchot. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.